Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde « Et si l'intérêt général était l'affaire de tous ?» Alors je vous propose qu'on réponde directement oui à cette question. L'intérêt général n'est plus seulement l'affaire de l'État ou des associations, il est bel et bien l'affaire de tous, et notamment des entreprises. On le sait, elles cherchent à répondre aux attentes des consommateurs, répondre à la quête de sens des salariés, elles cherchent de l'impact positif, à construire des modèles plus durables et plus largement à relever tous nos défis sociaux et environnementaux. Les sondages le montrent régulièrement, les Français attendent des entreprises qu'elles prennent leur part dans la transition écologique et solidaire. 95% des Français souhaitent que les entreprises s'engagent en faveur des enjeux de société et plus de 60% des Français prêtent aux entreprises le pouvoir de changer le monde. À noter que c'est plus que pour le président de la République ou les autres élus qui sont à moins de 50%. Et d'un autre côté, on note un déficit de confiance. On se méfie du greenwashing, des fausses promesses et des effets d'opportunité. Il y a encore eu un sondage paru ce lundi qui a été fait auprès de jeunes et près de 3/4 d'entre eux considèrent que les grandes entreprises ne sont pas du tout engagées en RSE. Ils sont un peu moins durs avec les PME et les TPE, mais il y a encore quand même beaucoup de doutes sur ces sujets. C'est pour ça qu'avec nos invités qui sont là autour de moi, nous allons tenter d'apporter des réponses à cette double réalité, voire même cette contradiction. On va parler des bonnes pratiques et des conditions de l'engagement pour éviter le greenwashing et redonner confiance aux parties prenantes. On va parler de l'évolution de l'engagement des entreprises. Est-ce que c'est un engagement plus sincère, plus volontaire, davantage inclus dans la chaîne de valeur, plus inclusif avec les parties prenantes? Et chacun donnera des exemples concrets pour ces entreprises. Et enfin, on va parler des moyens pour s'y retrouver dans les nombreux chemins de l'engagement qu'on nous propose, que ce soit la RSE, Bicorp, les entreprises à mission. Tout le monde a besoin de s'y retrouver. Et enfin, comment faire en sorte que les promesses soient suivies d'engagements réels et de preuves. Donc j'ai autour de moi ici Carole Brosina-Diagne, qui est directrice du développement durable et de la qualité chez JC2Co, Hélène Valade, présidente de l'ORS et directrice développement environnement du groupe LVMH, Axel Daucher, président et fondateur de Make.org, Imri Jacquia, président de la CAMIF et également de la communauté des entreprises à mission, Pierre Minaudier, président du Centre des jeunes dirigeants, Antoine Cyr, ici directeur de l'engagement de BNP Paribas, et Charles-René Tandé, qui est président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Donc merci à tous d'être là. Hélène Valade, je vais me permettre de commencer par vous. En tant que présidente de l'ORS, donc qui est l'Observatoire de la RSE, vous avez une vision d'ensemble de tous ces sujets. J'ai deux questions qui sont liées, mais deux questions pour vous. Quelles sont les évolutions positives que vous notez quant à l'engagement des entreprises ? Est-ce que c'est des dirigeants plus volontaires, un niveau plus stratégique, plus d'innovation ? Et quelles sont les conditions pour que l'entreprise qui s'engage puisse établir une confiance et redonner une confiance à ses parties prenantes et que tout ça puisse être crédible ? Bonjour à tous. C'est très impressionnant d'être dans une salle comme ça, avec vous tous là en rectangle. Merci beaucoup au Parlement des entrepreneurs d'avenir de cette invitation. Moi, je me réjouis que ce sujet soit sur la table et que ce sujet d'intérêt général qui pose question, on y répond immédiatement oui. Je voudrais être sûre d'ailleurs que tout le monde puisse y répondre oui. Mais enfin, en tout cas, ce que je constate en tant qu'effectivement présidente de l'ORS, qui est une association qui regroupe maintenant une centaine d'entreprises ainsi que des partenaires sociaux, c'est l'évolution dont vous parlez, au fond d'un engagement, d'une RSE qui était très liée à la compliance, qui était très liée à se mettre en conformité avec une législation qui elle-même était en train de s'installer,
à quelque chose depuis quelques années qui est radicalement nouveau et qui est de l'ordre de la transformation. Au fond, une RSE transformatrice qui essaye de faire évoluer le modèle de l'entreprise pour que ce modèle contribue à l'intérêt général et que donc l'entreprise soit à impact positif sur un certain nombre d'enjeux qui la dépassent. Et ces enjeux, ce sont autant des enjeux environnementaux que des enjeux sociaux et sociétaux. Et effectivement, il y a des exemples à foison. Si je prends la contribution de ces entreprises, notamment à la lutte contre le réchauffement climatique, pardon de dire les choses ainsi, mais tout de même, quand on constate ce qui s'est passé à la COP25, où l'enjeu était que les États rehaussent les engagements pour lutter contre le réchauffement climatique, ce qui était prévu dans l'accord de Paris, et ce qu'ont fait les entreprises, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que les entreprises se sont engagées beaucoup plus fortement pour être dans une trajectoire zéro net émission en 2050, et les États sont en train de prendre un retard fou dans la publication, dans l'annonce de leurs nouveaux engagements. À ce jour, c'est les îles Marshall qui sont un petit État très important, mais un petit État qui a rehaussé ses engagements. Donc voilà, il y a cette contribution donc, sur la problématique climat qui avance très vite au sein des entreprises depuis la COP21. Pour la biodiversité, même chose. Vous savez que cette année, ça va être l'année de la biodiversité. Un certain nombre d'entreprises sont extrêmement engagées dans cette direction-là, emmenées d'ailleurs pour la plupart d'entre elles par EPE dans Act for Nature, qui a commencé par mettre les présidents des grands groupes du CAC 40 sur la même photo en disant « engageons-nous pour la biodiversité ». Et ce n'était pas simple, parce que le sujet de la biodiversité n'était pas automatiquement dans l'esprit des dirigeants de nos entreprises. Une entreprise, par exemple, un groupe comme LVMH vient de signer un partenariat avec l'UNESCO pour contribuer à des programmes de restauration de la biodiversité dans un certain nombre d'endroits du monde. Et puis, il y a ce travail pour contribuer à un autre enjeu qui dépasse tout le monde, qui est celui de l'emploi, pour aller aussi dans le sens d'une entreprise, d'une société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus respectueuse de l'ancrage territorial, beaucoup plus respectueuse des savoir-faire, et notamment des savoir-faire artisanaux. Alors, pardon, là j'ai un petit prisme en ce moment, mais par exemple, Louis Vuitton est en train, au cours des 2 dernières années, a totalement mis à son ordre du jour le fait de renouer avec une culture artisanale très forte, et pour cela a embauché 2000 personnes en 2 ans pour faire vivre ces savoir-faire ancestraux. Donc on voit bien qu'il y a un vrai mouvement. Pour autant, ce n'est pas facile, et pour autant, c'est encore quelque chose de très nouveau, au fond, que de lier intérêt général et entreprise. Mais, et vous l'avez très bien dit, les aiguillons sont évidemment les jeunes, et pas seulement les jeunes. Je crois qu'il y a une évolution à la fois des consommateurs, de l'opinion publique de manière générale, que ce soit en France ou que ce soit à l'international, qui pousse dans ce sens-là, et qui pose véritablement la question de... Au fond, c'est quoi une entreprise? À quoi ça sert? Et si on ne répond pas par le fait que cette entreprise est en capacité de contribuer à l'intérêt général, alors les jeunes n'ont plus du tout envie de venir travailler dans les entreprises. Pas simplement les gros... Enfin, je pense que d'ailleurs, il n'y a pas uniquement un problème de taille, c'est un problème de... Voilà, l'entreprise, à quoi sert-elle? D'où la nécessité de revisiter les fondamentaux de l'entreprise, et notamment son modèle économique, d'où un certain nombre d'entreprises qui vont vers ce modèle de l'économie circulaire, mais aussi son modèle managérial. Moi, je suis très admirative d'une entreprise comme Michelin, lorsqu'elle a été dirigée par Jean-Dominique Sénard, qui a fait des pilotes d'entreprises libérées sur un certain nombre de sites de Michelin, voilà, qui donc remet à plat le système managérial à l'ancienne pour redonner du sens aux salariés et pour les associer beaucoup plus dans la prise de décision. Et puis le troisième sujet qui moi, me frappe beaucoup en termes d'évolution, tel qu'on peut l'observer à l'ORS,
C'est au fond l'idée très simple qu'on n'y arrivera pas tout seul, qui est en train de s'installer. Autrement dit, les alliances entre grandes entreprises, petites et moyennes, start-up, mais aussi avec le monde de la recherche, les scientifiques, les ONG, les partenaires sociaux. C'est-à-dire l'idée qu'il faut qu'on construise sur des sujets très précis en mettant autour de la table, justement, un certain nombre d'acteurs d'horizons différents pour construire des solutions. On en parle beaucoup, mais en même temps, c'est très neuf et c'est d'une certaine manière extrêmement révolutionnaire dans la manière de faire d'une entreprise qui, classiquement, était plutôt organisée pour travailler avec ses propres ressources. Et là, donc, et ça, c'est franchement probablement la dernière étape, cette co-construction, y compris de produits, hein, ce n'est pas simplement des alliances de lobbying positif, hein, c'est également de produits ou de nouveaux services entre différents types d'acteurs. Et ce type d'évolution, ces signes, hein, ces alliances qui sont en train de se mettre en place, ces partenariats avec des startups, sont pour moi un marqueur de cette évolution. Alors, vous m'interrogez sur la recette derrière. Là, je suis bien en mal de vous la... Et si je l'avais, mon Dieu, je serais très heureuse. Mais il y a juste un mot que je voudrais partager avec vous, c'est celui de cohérence. Et je pense qu'on s'achemine là dans un temps, dans une société, vers des attentes pour lesquelles il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place au double discours, à l'hypocrisie, à l'incohérence. Bon. Et que mettre en cohérence les comportements d'une entreprise avec ce qu'elle dit, ce qu'elle annonce, me paraît absolument capital. Et ça, on sent monter très très fortement cette attente-là, ce qui interroge beaucoup sur la communication de nos entreprises. C'est-à-dire cette communication-là, elle ne doit pas être simplement lisse, ou en tout cas donner à lire, donner à voir, que des résultats absolument excellents. Une entreprise, ce sont des êtres humains. Donc automatiquement, il y a des choses qui n'avancent pas aussi vite que d'autres. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien faites. Bon, voilà, mais ça aussi, ça se dit. Du coup, voilà, pour moi, la recette, c'est la cohérence et donc le travail sur la raison d'être qui tout de même acte l'ensemble de ces sujets RSE de manière très forte, hein, puisque c'est inscrit maintenant dans une loi, avec cette prudence de ne pas tomber et de ne pas renouer avec une nouvelle époque de greenwashing. La raison d'être, ça n'est pas et ça ne doit pas être un slogan, parce que alors là, ça sera pire que tout et je pense que ça pourrait mettre à mal tous les efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant. Mais c'est bien, au fond, acter que la finalité de l'entreprise, elle est d'être en société. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement d'être sur un marché financier, mais d'être en contribution aux grands enjeux qui nous dépassent tous. Merci beaucoup. Carole Brosina-Diac, je m'adresse à vous. Donc, JC-Deco, c'est, on le connaît tous, un leader mondial de la communication extérieure. Vous travaillez, je crois, avec plus de 4000 villes. Donc, ce qui vous positionne au cœur de beaucoup d'enjeux sociétaux, l'urbanisme, la mobilité, la place de la publicité dans nos villes, mais aussi dans nos vies. Et du coup, comment une entreprise comme JC-Deco s'engage et surtout comment vous voyez votre rôle et votre responsabilité évoluer au fil de ces dernières années et à venir, notamment avec vos trois principales parties prenantes que sont les villes, la société civile et les marques. En effet, on a une position et un business model assez particulier et très riche. Je vais juste dire deux mots sur JC-Deco parce que souvent on nous voit soit avec le prisme de la publicité, soit avec le prisme serviciel. Donc c'est juste important de signaler que JC-Deco, donc on a été créé il y a plus de 55 ans maintenant. On est né d'une idée à Beauvais. Et initialement, c'est comment je concilie la publicité qui peut créer donc la communication qui crée un impact positif sur la société, donc en termes d'économie et sociale, et le service à la ville. Et Jean-Claude Decaux, quand il a créé l'entreprise, c'était pour mettre les usagers, les citoyens de la ville, sous un abribus, payés gratuitement, c'est-à-dire donc sans frais pour le contribuable, sans frais pour la municipalité, par la publicité. Et donc ce business model n'a pas changé, ça fait maintenant donc plus de 55 ans qu'on opère, on est maintenant dans 83 pays. Et
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est vraiment la multitude de ces deux écosystèmes qui fait sens et qui rend notre business model assez pertinent et je dirais qu'il n'a jamais été aussi utile et pertinent, puisque vous le savez tous, et sans revenir effectivement sur tous les chiffres, mais la population est de plus en plus urbaine, donc on est plusieurs millions à déjà vivre en ville. En France, notamment, on sera 88% de la population urbaine en 2025. Donc l'urbanisation s'accélère, les villes ont de moins en moins de moyens, en même temps les services en termes sont de plus en plus effectivement croissants. On est tous face à des enjeux majeurs en ville, que ce soit la mobilité durable que vous citiez, que ce soit la qualité de l'air, que ce soit la solitude, le lien social, etc., que ce soit l'urbanisation, enfin l'agriculture urbaine, etc. Donc face à ça, on a des villes qui ont de plus en plus de besoins, de plus en plus de services d'attente de la part de la population, mais de moins en moins de moyens. Et en face de ça, on a des marques, des entreprises qui s'engagent, et on pourra y revenir, qui sont effectivement en chemin, qui ne sont pas parfaites, mais qui sont en chemin, et qui ont tout intérêt, en tout cas aujourd'hui et encore plus demain, à reconnecter avec le citoyen consommateur. On le voit, les chiffres le démontrent, je ne sais plus si vous le citiez tout à l'heure en introduction, mais en France, dans les dernières études, on voit qu'il y a une vraie défiance et une vraie crise de confiance envers les marques. 27%, je crois, des Français plébiscitent les marques et leur font confiance quand elles prennent la parole. Et il y a une grande étude à l'international qui s'appelle Meaningful Brand, qui est réalisée chaque année depuis maintenant plus de 10 ans par Havas, qui démontre que 77% des marques pourraient disparaître dans l'indifférence générale. Donc les marques sont en pleine mutation, transformation, elles doivent reconnecter avec les citoyens consommateurs, elles doivent recréer du lien et elles doivent surtout avoir une véritable utilité. Hélène en parlait, la raison d'être, la mission, connecter à leur business model. Et nous, en fait, on a ce rôle particulier qu'on accompagne à la fois la ville dans l'aspect serviciel, vous citiez la mobilité durable. Quand on a lancé effectivement alors les Parisiens connaissent très bien le Vélib, mais il y a plusieurs déclinaisons. Notamment aujourd'hui, on lance à Lyon le Vélov, le e-Vélov en particulier. Quand on lance ça il y a 10 ans, personne n'y croit. Aucune ville ne se dit que la mobilité durable est un enjeu majeur pour la ville. Et on arrive avec un business model, encore une fois, rentable, pertinent, puisqu'on offre la mobilité durable aux citoyens gratuitement, car financée par la publicité. Donc vous posiez la question aussi de la publicité, de son acceptabilité. Nous, il est évident que la publicité n'a de sens que si elle est utile et qu'elle sert un service et qu'elle sert à améliorer la qualité de vie en ville. Sinon, effectivement, on n'aurait aucune raison d'être. Donc, en tout cas, nous, on a plaisir à réconcilier ces deux écosystèmes. Ce que je dis souvent, en tout cas dans l'entreprise, c'est qu'on ne peut plus concilier à la fois les enjeux ville d'un côté et les enjeux de la marque. Il faut les faire converger. Et les marques sont en véritable demande en termes de transparence avec vous. Il ne se passe pas une semaine, notamment ces 2-3 dernières années, sans qu'on aille effectivement à la demande de ce qu'on appelle donc un annonceur, une marque, expliquer la stratégie de développement durable de JC Deco, créer des ponts, créer des synergies. Je vais témoigner, et notamment avec mon voisin Antoine, je vais illustrer un projet qu'on a mené au UK, donc à Londres, avec la BNP, pour vous dire que voilà, les marques s'attachent à être de plus en plus servicielles et à s'attaquer à des enjeux de société, et elles ont tout intérêt à le faire, pour elles, pour la société, donc c'est gagnant-gagnant, donc encouragez-les à le faire, encouragez-les, je ne sais plus le dire. Il faut les encourager à le faire, dans ce sens-là, ça va mieux. Typiquement, donc juste deux mots sur le projet de la BNP. Donc dans la gare de Marylebone, donc à Londres, une gare relativement, je dirais, polluée, avec un air un peu saturé, parce que exclusivement des trains au diesel qui transitent par cette gare au quotidien. BNP, je vous laisserai compléter, Antoine, si je ne raconte pas l'histoire correctement. C'est juste que cette gare est la gare qui est à côté du siège de BNP Paribas Londres, où on a 4000 employés. Tout à fait. Donc BNP, en termes de responsabilité sociétale, mais également donc, pour la communauté et ses collaborateurs, se dit il faut faire quelque chose en termes de qualité de l'air, et donc je vais viser particulièrement la gare de Marylebone à Londres. Et donc Hélène parlait d'alliance en introduction, donc là c'est exactement une très bonne illustration, c'est-à-dire qu'en mettant à la fois l'engagement de la BNP, faire travailler une start-up, donc AirLab, qui donc, a proposé un filtre de purificateur de l'air, faisant travaillant effectivement la société de transport, la gare de Marylebone, et donc utilisant aussi la communication et l'engagement de JC Deco, on a donc réussi à purifier l'air effectivement de cette station. Donc initialement c'était une campagne, en tout cas un projet un peu de test and learn qui durait 1 an. Il a été renouvelé en novembre dernier, donc ça fait maintenant plus d'1 an et demi en fait que tout ça s'opère. Tout ça pour vous dire que
la convergence, la synergie entre les enjeux des villes et des marques, nous paraît en tout cas indispensable. Et nous, on s'inscrit dans cette approche. Je dirais que d'un point de vue business pour JCDecaux, mais pour le bien commun et donc l'intérêt général, on a 2 sujets et 2 chantiers forts chez nous. Le premier, c'est ce qu'on appelle faire passer la publicité de ce qu'on appelle l'advertising au goodvertising. Donc comment est-ce qu'on arrive à rendre une publicité plus positive, qui soit à la fois bonne pour les marques, donc je le disais, qui fasse sens pour les consommateurs, parce que vous continuez à pousser un produit qui n'intéresse personne, ou vous n'encouragez pas les modes de vie durables, vous êtes complètement en inadéquation avec le sens de l'histoire, et donc vous allez systématiquement boudé par vos consommateurs. Donc encore une fois, un contenu publicitaire, une offre commerciale qui soit bon pour la planète, pour les citoyens, pour la marque. Donc faire passer les marques de l'advertising au goodvertising. Donc on a en tout cas nous un rôle d'influenceur positif, en sachant qu'on est le média, donc on est celui qui supporte, qui rend visible, mais on a une véritable responsabilité puisque JCDecaux, à travers le monde, on opère dans 83 pays maintenant, on touche 800 millions de personnes par jour. Donc, on dit souvent, à grande influence, grande responsabilité. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est que celui qui affiche qu'on ne doit pas aller challenger la chaîne de valeur en amont, c'est-à-dire les marques, leurs agences de création, de créativité, leurs agences de com, pour s'assurer que le contenu publicitaire évolue dans la bonne direction. Et on a un deuxième chantier fort, encore une fois, qui fait la convergence entre les marques et les villes. On a lancé une petite étude une belle étude, elle n'est pas petite, elle est riche et bien très intéressante, avec donc un cabinet en conseil en développement durable que certains d'entre vous connaissent très bien sans doute, qui s'appelle donc Utopie, qui fêtait ses 25 ans et qui cherchait à faire en tout cas un focus sur des sujets particuliers, prospectifs et qui font sens pour l'avenir. Et donc on a lancé une étude sur le brand urbanisme et donc je vous encourage à la lire, elle est gratuite et disponible et ça montre la convergence, encore une fois, comme je disais, entre les besoins des villes, les marques qui se réinventent et encore une fois faire converger les deux pour aller créer un impact positif qui soit sociétal ou environnemental pour tous. Donc on a une multitude d'exemples, vous retrouverez des cas pratiques tels que Nike qui finalement arrête juste de dire « just do it » à ses citoyens ou à ses consommateurs, mais se donne les moyens de créer des équipements sportifs gratuits dans les villes pour mettre les gens au sport. Et vous avez d'autres projets un peu plus à la fois anecdotiques, mais qui sont très forts aussi. Un exemple tel que Domino's Pizza aux États-Unis, où la marque en a assez de livrer ses pizzas qui arrivent complètement déstructurées parce que plein de nids de poules dans la ville. Encore une fois, les villes n'ont pas les moyens de corriger, de faire des travaux pour rectifier ces nids de poules. Donc c'est Domino's Pizza qui investit un budget marketing pour s'assurer effectivement d'aller réparer ces nids de poules et donc garantir la satisfaction client in fine. Donc on voit bien qu'en fait, le brand urbanisme, en fait, c'est tout l'objet de l'étude, c'est de démontrer que les marques, les entreprises ont des budgets marketing, ont des moyens, sont en transformation, font force de créativité, d'agilité. Comment est-ce qu'elles mettent leur puissance, leur influence et leur budget marketing demain à contribution au service de l'intérêt général. Donc c'est tout le plaisir qu'on a d'accompagner cette transformation. Merci beaucoup. Emery, je m'adresse à toi. Tu es président de la CAMIF. Tu as conduit cette entreprise sur le chemin de l'entreprise à mission. Quelle est, selon toi, la responsabilité du dirigeant? Que doit-il incarner pour que l'entreprise qui s'engage soit crédible et in fine efficace? Parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est qu'il y ait de l'impact. Bonjour à toutes. Je pense que le sujet de l'entreprise à mission, l'entreprise à impact ou l'entreprise qui se saisit de l'intérêt général, il remet au centre une personne qui est clé dans l'entreprise, c'est le dirigeant. Et il y a une énorme responsabilité qui est aujourd'hui portée par les dirigeants qui vont conduire une révolution à l'intérieur des entreprises parce qu'il y a tout à réinventer. Et je pense que le premier point que je voudrais évoquer, c'est que le dirigeant, il est la clé de voûte de ce changement. Et ça passe donc par un cheminement personnel. Ça passe par d'abord une prise de conscience. Un chef d'entreprise, c'est avant tout un citoyen. C'est un père de famille, c'est un consommateur, c'est aussi une personne qui est engagée dans son entreprise et qui a donc besoin de redonner du sens à sa vie et qui doit donc se questionner sincèrement sur comment, en tant que citoyen, comment en tant que dirigeant, je peux contribuer aux enjeux qu'on a devant nous. Et personne aujourd'hui ne peut rester insensible aux enjeux. Je pense que l'humanité fait face
à des enjeux de survie, à des enjeux liés au dérèglement climatique et aux dérèglements sociaux associés à ça, et qu'en tant que dirigeant, aujourd'hui on en a conscience et on a un énorme pouvoir. Il y a une étude, moi, qui m'avait marqué, celle de Carbone 4, sur si tous les Français, par exemple, adoptaient les meilleures pratiques en termes d'éco-gestes, on arrête de prendre l'avion, on arrête de prendre sa voiture pour les trajets de moins de 3 km, on mange beaucoup moins de viande, on ne fait que 25% du chemin qui nous permet de limiter la trajectoire des 2 degrés. Ça veut dire que les 75 autres % du chemin, ils doivent être faits par les entreprises, par les territoires, par les collectivités. Et donc ça met une pression considérable sur le dirigeant parce que plus personne en tant que dirigeant n'ignore ça. Après, ce qui est passionnant, c'est que c'est un chemin, et si on a le courage de s'y mettre, parce qu'il faut du courage, il y a un certain nombre de valeurs qui sont sans doute des socles de l'engagement. Si on a le courage de s'y mettre, c'est un chemin qui est passionnant, qui prend du temps, il faut redonner du temps, et c'est un temps long dans lequel il faut inscrire son organisation et toutes ses parties prenantes, à commencer par ses actionnaires, pour repenser le modèle de l'entreprise pour qu'il soit réellement contributif, parce que l'entreprise est aujourd'hui, on l'a dit, le plus puissant levier de transformation qu'on ait à notre disposition. Et donc la question qui vient immédiatement après la prise de conscience, c'est comment on passe à l'acte. Et on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas le faire seul. C'est évidemment une démarche collaborative, une démarche collective. Une entreprise, c'est un projet collectif. Et le dirigeant a sans doute aussi, et là je prends ma casquette de dirigeant de la communauté des entreprises à mission, besoin d'échanger et de partager les difficultés qu'il va retrouver sur ce chemin. Parce que ce chemin, re-questionner le pourquoi de l'entreprise, donc sa raison d'être, comment on traduit cette raison d'être en engagement dans l'entreprise, et comment ça nous conduit parfois à faire des renoncements, parce que tout engagement nécessite des renoncements. Je peux vous dire que quand en 2017, après avoir fait pendant 3 ans le travail de définir notre raison d'être, notre mission, nos engagements à la CAMIF, quand j'ai vu mes actionnaires pour leur dire, une semaine après l'inscription dans les statuts de la mission, on allait fermer le site de la CAMIF pour le jour du Black Friday, j'ai pas passé un très bon moment. Curieusement, il y a des injonctions contradictoires entre l'exigence du court terme et du long terme. Et donc, le dirigeant est cette clé de voûte qui doit donc incarner véritablement le projet d'entreprise à mission, qui doit le faire avec sincérité et parfois avec radicalité. Parce qu'il y a des choix qui sont radicaux, qui doivent être opérés. Si on veut changer le monde, il faut faire des choix radicaux. Et on ne peut plus travailler comme on a travaillé au XXe siècle. Donc l'entreprise du XXIe siècle, c'est celle qui arrivera, et je pense que une des prises de conscience et une des clés de la mise en mouvement du dirigeant et de l'entreprise, c'est quand on prend conscience que performance économique rime avec engagement et performance sociale et environnementale. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas impact ou performance, mais c'est bien l'un et l'autre. Et demain, les entreprises qui ne pourront pas prouver leur utilité pour la société sur des enjeux sociaux, sur des enjeux environnementaux, ou en fait sur leurs propres enjeux, sur leurs propres missions, ne feront plus de profit. Donc c'est soit triple profit, soit plus de profit du tout. Donc il y a un enjeu de survie pour l'entreprise même. Donc tout dirigeant un peu clairvoyant, aujourd'hui il a bien pris conscience de ça, et il est urgent de se mettre en chemin, mais il est urgent de prendre son temps. Voilà. Donc cette question et ce chemin, il est passionnant parce qu'il est transformateur. On va intégrer les parties prenantes dans la réflexion de la raison d'être. On va avec la loi Pacte et ceux qui vont se mettre en chemin de la société à mission, réinterroger la gouvernance de l'entreprise, faire rentrer les parties prenantes, par exemple, dans son comité d'impact. Ça crée énormément de richesse dans les échanges qu'on a. Évaluer ses engagements régulièrement, c'est se mettre dans une démarche de progrès. Et donc, voilà, je crois que le levier, la personne qui incarne ce changement, c'est forcément le dirigeant. C'est un chemin qui est passionnant en tant que chef d'entreprise. Et c'est passionnant et c'est un véritable levier d'engagement à l'intérieur des entreprises pour nos collaborateurs parce que ça redonne tout simplement du sens. Voilà. Donc on retrouve, en se questionnant sur le pourquoi de l'entreprise et comment l'entreprise peut résoudre des enjeux sociaux, environnementaux. Quand on fait le choix du Made in France en 2009, où plus personne ne parle de Made in France, ça a été pour nous une formidable façon de réengager 137 fabricants français dans le projet de la CAMIF. Quand on fait le choix de l'économie circulaire et que dans nos engagements, on a à faire de l'économie circulaire notre standard, ça nous invite à revoir l'ensemble de notre offre.
et de mettre autour de la table des experts d'économie circulaire, des designers, des fabricants, pour réinventer la façon dont on fait le produit en France. Et juste ça, c'est un véritable levier d'engagement, mais c'est aussi un levier d'innovation. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, pour résister au GAFA ou à Alibaba, c'est 100 000 colis par jour qui arrivent en France par avion. Donc, si on n'a pas un modèle radicalement différent à proposer aux consommateurs, à nos collaborateurs, on n'a juste plus aucune raison d'exister, à vrai dire. Et je crois qu'il y a une formidable opportunité, en particulier en France, on en parlait tout à l'heure. On a sans doute une maturité plus importante qu'ailleurs. Et avec la loi Pacte, on a un instrument qui permet de donner un cadre à cette démarche d'entreprise à mission, d'entreprise contributive. Et il y a certainement une place pour un capitalisme européen face au capitalisme américain et chinois. Et il y a une opportunité pour les entreprises françaises et européennes de se différencier, de se distinguer en apportant une vraie valeur pour la société. Merci beaucoup. Antoine, si je me tourne vers toi, la BNP, donc une banque qui s'engage, ton patron disait ce week-end dans le JDD que vous avez placé l'engagement sociétal au cœur de votre entreprise. Donc, c'est comment une banque qui s'engage et quelles sont les conditions de réussite, si on peut en donner quelques-unes. Alors, d'abord, je voudrais dire que quand je vois ce que dit Emery, quand je vois ce que dit Emery sur son parcours de dirigeant, je reconnais tout à fait le parcours de dirigeant de Jean-Laurent Bonnafé, le patron de BNP Paribas, tout simplement parce que, bon, évidemment, de la RSE, on en a toujours fait, mais comme les autres entreprises, simplement un jour de 2017, on a notre chief économiste qui arrive en comité exécutif. Il arrivait de l'Assemblée générale du FMI. Et il dit, c'est quand même très étrange parce qu'on annonce de la croissance économique partout, et pourtant, dans aucun pays, les gouverneurs de banque centrale ne se décident à relever les taux d'intérêt. Or, normalement, pour ceux qui ont fait de l'économie et pour ceux qui n'en ont pas fait, quand un gouverneur de banque centrale apprend que la croissance arrive, pour éviter les risques de surchauffe, il relève les taux d'intérêt. Et là, calme plat partout. Aucun gouverneur central de banque centrale ne relève les taux d'intérêt. Et là, donc, notre chief économiste dit c'est quand même bizarre parce que l'économie marche comme ça depuis 200 ans. Et puis là, d'un seul coup, c'est vachement étrange, elle marche autrement. Et là, Jean-Laurent prend la parole et dit bah oui, mon bon William, notre chief économiste est belge et il s'appelle William. Il lui dit écoute, William, c'est normal parce que plus il y a de croissance économique et moins il y a de gens qui ont l'impression qu'ils vont pouvoir en profiter. Tout simplement parce que le risque climatique est tel qu'un certain nombre de gens pensent qu'ils ne vont pas en profiter parce que le moment venu, ils ne seront plus vivants. Et un certain nombre de gens pensent qu'ils n'en profitent pas parce qu'il y a de plus en plus d'inégalités territoriales, de déséquilibres territoriaux, de plus en plus d'inégalités entre les personnes. Et donc, il n'y a aucun doute que ceci nous appelle à modifier très profondément la manière dont les entreprises travaillent et dont elles interviennent dans la société. Bon. Sachant que, par ailleurs, nous, on est la première banque européenne des entreprises, on est dans 73 pays, on a 20 millions de clients particuliers, et on a quand même, par ailleurs, une mission qui est de servir tous ces clients. Donc, il y a la combinaison, si je puis dire, de cet objectif et de cette mission. Mais ce jour-là, j'ai compris que le chantier dans lequel on s'engageait était un chantier qui allait prendre du temps, mais qui allait être aussi fait avec force et qui allait rentrer très profondément dans l'entreprise, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce que ça marche? Alors déjà, un certain nombre de gens peuvent se poser la question de est-ce que c'est la BNP, c'est une banque, c'est des gens qui s'occupent d'argent, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Là, le gars, il est en train de... Enfin bon, voilà, je ne vous fais pas un dessin, mais je suis sûr qu'autour de la table, un certain nombre d'entre vous sont en train de penser ça. Bon, d'abord, il faut rappeler une chose qui est très liée au métier de la banque,
c'est que contrairement à ce qu'on pense, parce que quand on pense banque, on pense métier, marché financier, on pense trader, on pense des tas de choses qui sont à horizon très court, en réalité, la banque, c'est un métier qui travaille sur un horizon très long. La gestion du bilan de la banque, ce qui fait qu'une banque va être un jour en faillite ou pas en faillite, ça se gère en grande partie sur les engagements que vous avez pris 10 ou 15 ans avant. Donc, une banque, c'est quelque chose qui travaille énormément dans le temps et qui doit se préoccuper très à l'avance de savoir si ses clients seront en bon état pour la rembourser pendant toute la vie de son cycle de crédit. Donc, il y a une sorte de proximité de la banque et du temps long, lorsque la banque est bien gérée, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Et donc, les questions collectives, les questions d'intérêt général qui nous rapprochent sont évidemment des questions d'arbitrage entre le temps court et le temps long, puisque il est évident que dans le temps long, aucune entreprise et aucune organisation ne peut gagner dans un monde qui perd. Si vous êtes mort et que vos clients sont morts, vous êtes mort aussi. Donc il n'y a aucune... enfin, il faudrait être complètement fou pour ne pas penser que l'intérêt de l'entreprise dans le temps long est que la société aille bien. Le seul arbitrage qui peut exister, c'est entre temps court et entre temps long. Donc la question, c'est de remettre le temps long au cœur de la discussion. Et pour une banque, c'est en fait plus naturel, en tout cas plus logique, plus rationnel qu'il n'y paraît. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est effectivement l'affirmer, ce que fait notre dirigeant. On avait fait, à l'époque où on a commencé à engager ce processus, on a fait ce qu'on appelle un manifeste de l'engagement avec beaucoup de collaborateurs pour partager cela avec tous les gens dans l'entreprise et pour faire que cette démarche dans laquelle on s'engageait soit comprise. Ensuite est arrivée la loi Pacte, donc on a décidé de faire, si je puis dire, un second tour et de sortir une raison d'être. Notre raison d'être à nous n'est pas un slogan, c'est une page dans laquelle on explique en gros quelle est la responsabilité qu'on se reconnaît vis-à-vis de la société et quels sont les principaux repères et les principales méthodes que l'on utilise pour s'engager. Donc justement, quelles sont ces méthodes ? Bon, d'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est former et recruter. C'est-à-dire que pour nous, la question de comment on s'engage dans la société, c'est en très grande partie une question de compétence de nos collaborateurs. On fait, par exemple, on est la première banque européenne des entreprises. Quand une entreprise qui se soucie de son développement durable doit être analysée par le banquier, son boulot c'est d'analyser des entreprises en permanence, elle doit être analysée avec la compréhension de cela. On est aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui font partie de l'économie sociale et solidaire. C'est un business model différent, il faut le comprendre. On a formé des centaines de gens pour le comprendre. Pour comprendre ce qu'est une grande entreprise qui a une bonne politique de développement durable et une entreprise qui n'a pas une bonne politique de développement durable, on a fait une formation longue à l'université de Cambridge pour 600 responsables de grands comptes. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, tous les grands comptes de BNP Paribas dans 73 pays sont suivis par des gens qui ont la compréhension de ce que c'est qu'une entreprise qui fait vraiment du développement durable et pas une entreprise qui fait du greenwashing. Donc on a fait ce travail en profondeur et on est en train, bien entendu, de l'intégrer aussi dans nos critères de recrutement. On a recruté des équipes adaptées. Je dis au passage d'ailleurs qu'il faut se préoccuper de la question des formations des gens pour le développement durable, que ce soit sur le plan social ou sur le plan environnemental. On a une équipe de transition énergétique en centrale qui est composée d'ingénieurs qui comprennent tous ces sujets, et on a des ingénieurs également dans tous nos métiers. Ensuite, il faut engager les gens personnellement, donc il faut que ça fasse partie, par exemple, de leur rémunération. Donc aujourd'hui, on a déjà 7000 cadres
de BNP Paribas, plus le dirigeant, dont les rémunérations intègrent pour 20% dans leur partie variable des critères de développement durable. Mais ça veut dire aussi écouter les gens quand ils manifestent un certain nombre de centres d'intérêt. Donc chez nous, il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est que les gens veulent s'engager sur le plan social à titre personnel, c'est-à-dire nos quartiers ont du talent, toutes ces associations-là, l'ADI, etc. Pratiquement dans toutes ces associations, la BNP Paribas est l'une des entreprises qui fournit le plus gros contingent de bénévoles à ces associations. Donc du coup, on a décidé de donner 1 million d'heures à nos collaborateurs pour participer dans le cadre de leurs heures de travail, et puis après, ils peuvent faire plus s'ils veulent sur leur temps personnel, mais déjà, dans le cadre de leurs heures de travail, de travailler avec des associations. Donc ça, c'est un exemple d'engagement personnel du collaborateur. Autre exemple d'engagement personnel du collaborateur, au-delà de ce qu'on finance, et je vais y revenir dans un instant, on a décidé d'être carbone neutre sur notre propre activité. Notre propre activité, elle n'est pas négligeable, notamment parce que les gens voyagent, mais aussi parce qu'on a énormément d'ordinateurs. BNP Paribas, c'est le premier client européen d'IBM, et il a 6 milliards d'euros de dépenses informatiques par an. Donc forcément, tout ça, ça a quand même une empreinte qui n'est pas négligeable. Donc aujourd'hui, on est totalement carbone neutre sur notre propre empreinte, ce qui veut dire que nous avons réduit notre empreinte et nos émissions assez fortement. On a fait un vrai plan pour réduire les voyages, on a vraiment pris le taureau par les cornes depuis 3 ans, et on compense l'ensemble de nos émissions résiduelles avec des programmes qu'on audite nous-mêmes et qui sont des programmes de compensation carbone qui sont suivis de très près. Après, bien entendu, la principale question, c'est de savoir ce qu'on finance. Alors, la BNP, elle a été créée par la Révolution de 1848 pour aider les PME à s'engager dans la révolution industrielle. Donc, elle a été créée pour fabriquer le monde carboné. Et ce monde carboné, il était encouragé par les États, fabriqué par les entreprises, financé par les banques et souhaité par les citoyens. Donc, on a été créé pour ça. Donc, aujourd'hui, la demande du monde dans lequel on vit, si on est un peu réveillé, on comprend que cette demande est différente. Et donc, il faut qu'on soit capable de servir et d'accompagner cette différence. Mais c'est une transition. Donc, ça ne sert à rien de regarder et de totaliser ce qu'on finançait en 2010 ou en 2012 et de dire, vous financiez des trucs carbonés. Bah oui, c'est nous qui avons mis la lumière dans les villes, donc on le sait bien. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder à quel rythme on déplace le modèle et qu'est-ce qu'on fait pour faire la transition. Donc là, effectivement, et je rejoins là aussi Emery, il faut prendre des décisions courageuses. Par exemple, on est très présent aux États-Unis, on a 25 000 collaborateurs aux États-Unis. Aux États-Unis, la principale source d'énergie en développement, c'est le gaz de schiste. On a décidé d'arrêter de financer les spécialistes du gaz de schiste, et à ce jour, on est la seule des 33 premières banques du monde à avoir pris cette décision. Donc c'est une décision qui est courageuse, difficile, qui a supposé à un moment qu'on se sépare de collaborateurs, parce qu'un certain nombre d'entre eux voulaient rester ad vitam aeternam des spécialistes du gaz de schiste, et donc on leur a dit « désolé, mais ça ne va pas se passer comme ça chez nous ». Par contre, ceux qui ont voulu se recycler dans les énergies renouvelables, welcome, mais gaz de schiste, no way. Et puis, sur le charbon, on a arrêté de financer toute centrale à charbon en 2017, mais bien entendu, il y a beaucoup de pays où il y a toujours du charbon dans la production électrique, et donc on leur a dit, écoutez, on va travailler uniquement avec ceux qui réduisent leur part du charbon, et si vous êtes en Europe, vous devez avoir complètement éradiqué toute trace de charbon en 2030, et si vous êtes dans le reste du monde, parce qu'il faut être réaliste aussi, on tolérera une petite part de charbon jusqu'en 2040, mais après 2040, c'est terminé. Et en même temps, on a formé des gens, là aussi, des spécialistes des énergies renouvelables. On est devenu, en même temps qu'on arrêtait complètement de financer les projets charbon, on est devenu numéro 1 européen
du financement des énergies renouvelables. Et donc, c'est un vrai travail de business model, de déplacement du business model et aussi de réinvention de nouveaux business models. Par exemple, on a créé pour la gestion, l'accompagnement des clients qui ont un patrimoine assez important, on a créé un modèle qui s'appelle My Impact et qui les aide à mesurer quel est l'impact sociétal et environnemental de leur placement. Et donc, on leur dit, écoutez, voilà, si vous investissez dans tel truc, vous aurez tel effet sur l'inclusion sociale ou sur l'environnement. Et donc, si ce sujet vous intéresse, on vous invite à faire ceci ou cela. Et ce qui est très intéressant, pour l'instant, on le déploie de manière expérimentale. Et ce qui est incroyable, incroyable, on en est très content, mais le montant d'épargne qui nous est confié dans les centres de banque privée où on a développé ce modèle a augmenté de 40%. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens se disent bazar, travailler avec une banque qui me demande à quoi sert mon argent, finalement, c'est pas si bête, et donc j'ai envie de le faire. C'est expérimental, on ne fait pas encore ça partout, mais c'est cela qu'on fera demain. Et donc, ce qu'on fera demain aussi, c'est qu'on va piloter notre portefeuille de crédit, et j'arrête là parce que je suis un peu long, mais on va piloter notre portefeuille de crédit avec des outils de mesure qui vont être différents et qui vont être différents de celui de la pure rentabilité du portefeuille de crédit. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, si le profit est roi, c'est parce que tous les métriques qui existent dans l'entreprise sont des métriques qui disent que le profit est roi. Mais si demain, vous avez des métriques différentes qui sont reconnus par tout le monde comme des indicateurs de succès. Et vous voyez que la question de l'épargne de nos personnes un peu aisées qui veulent avoir de l'impact, on n'est pas très très loin du sujet, parce qu'à un moment, ils ont déjà pas mal de sous, et ils se disent finalement, ce qui va me rendre plus heureux, moi, en tant que personne un peu aisée, c'est d'avoir un peu plus d'impact. Donc on change bien les critères de définition de ce qu'est un succès ou de ce qu'est un échec. Et donc, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, c'est sur des instruments qui vont nous permettre de piloter l'ensemble de notre portefeuille de crédit en fonction, par exemple, de son empreinte carbone. Et donc, on va piloter de façon complète l'alignement du portefeuille sur les objectifs de l'accord de Paris. Et selon que telle ou telle entreprise sera ou pas en phase avec les objectifs de son secteur d'activité par rapport à l'accord de Paris, on prendra des décisions différentes en matière de crédit. Ça, ce sera dans un premier temps pour les entreprises, et puis un jour, ça vous concernera tous, parce que il y aura aussi une conséquence de ça sur la manière dont on va financer les crédits immobiliers, puisque la question de l'efficacité thermique des bâtiments est importante, et qu'il va falloir aider les gens qui n'en ont pas forcément les moyens à accéder plus facilement à l'efficacité thermique, mais aussi ne pas inciter les gens qui en ont les moyens à développer des achats de bâtiments qui ne sont pas forcément très efficaces sur le plan thermique. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a... Et ce n'est que le début. Donc il y a plein de choses qu'on n'arrive pas encore à faire, mais voilà un peu ce qu'on essaye de faire. Donc la question est... méthodologiquement, c'est un chantier assez himalayen. Voilà. Merci Antoine. Axel Daucher, je m'adresse à toi. Donc tu as fondé Make.org, qui est, j'imagine que vous connaissez, une plateforme participative qui permet d'engager la société civile sur des grandes causes. Donc toi, tu es à la croisée de la société civile et des entreprises. Quelles sont justement les attentes de la société civile et selon toi les conditions qu'elle met pour qu'elle croie à l'engagement des entreprises? Bonjour à tous. En fait, là, on a autour de la table des gens qui sont plutôt des très bons élèves par rapport à cet engagement de la société. Il y en a déjà plusieurs, dont BNP, JCDecaux, qui sont dans certaines de nos grandes causes. En revanche, il y a quelque chose de plus général qui est vraiment un basculement. Et là, je parle surtout des grosses boîtes françaises. Grosses boîtes parce que leur existence à court terme n'est pas tellement challengée, et puis françaises parce que je ne suis pas sûr de savoir si c'est pareil ailleurs. Les grosses boîtes françaises, elles ont toutes basculé. C'est-à-dire qu'au niveau de la prise de conscience à très haut niveau, il n'y a pas un seul boss qui ne dit pas « je dois justifier mon existence économique par la preuve de ma contribution sociétale ». Ils le font parce qu'ils peuvent,
première chose, parce que la société le demande. Ils le font aussi parce que le monde a changé dans un sens où les consommateurs changent d'avis toutes les 5 minutes, le contexte réglementaire peut bouger, le contexte socio-politique mondial bouge énormément. Les marques, qui étaient un atout de résilience, deviennent finalement parfois une pénalité dans son rapport au consommateur, parce que les collaborateurs changent d'avis toutes les 5 minutes. Et donc il y a un concept qui résume bien tout ça, c'est la Sustainable Economic Value, c'est-à-dire que si dans ce monde-là, on veut avoir une valeur économique durable, il faut ancrer son existence dans sa contribution sociétale. Et je dirais que cette prise de conscience-là, au niveau des sociétés, des grosses boîtes françaises, elle est partout. Alors après, quand on descend dans la hiérarchie, ce n'est pas toujours le cas. Les faits ne sont pas toujours en accord avec les pensées. Mais vraiment, il y a eu un basculement qui n'est pas si vieux que ça, hein, qui est de l'ordre de 1 an ou 2 ans ou 3 ans, mais c'est l'ordre de grandeur. La question compliquée, c'est de se dire, OK, on a cette prise de conscience, comment on enclenche et quelles sont les différentes modalités. Moi, je dirais que si je regarde du côté RSE, pendant très longtemps, on a une RSE comportementale. Je me comporte bien. On a basculé dans une RSE contributive, c'est-à-dire que mon comportement doit avoir un effet positif, des externalités positives. Je pense que maintenant, le sujet de toutes ces entreprises, c'est comment je passe d'une RSE contributive à une RSE qui est contributive à l'échelle des sujets qu'on essaye d'adresser. Et c'est là où se réconcilient tous les enjeux de l'entreprise. Se réconcilie le lien avec les salariés, parce qu'on n'a pas simplement l'impression de repeindre un mur, mais globalement, on se met ensemble pour faire des choses qui vont changer. La stratégie long terme, le lien avec les parties prenantes. Donc le sujet qui est devant nous, qu'ont largement engagé les entreprises qui sont autour de la table, c'est ce basculement-là, c'est-à-dire, oui, j'ai une mission, mais comment est-ce que je m'y attelle à ce temps-là ? Et il y a une règle, pas une règle, mais il y a une façon de voir les choses, qui est comment je mets mon entreprise et son écosystème au service d'une cause qui me dépasse. Et je pense qu'on en est là. Et quand on en arrive là, tous les faisceaux se font. Alors, pour y arriver, il y a un certain nombre de clés. Il y a une logique de co-construction. On est vraiment dans le cas où ce n'est pas une décision verticale qui marche. On est dans une logique de coalition, et pas seulement coalition entre entreprises. Coalition entre entreprises avec des associations, avec des collectivités et avec des citoyens. Et c'est à ce prix-là qu'on peut remettre l'entreprise non pas comme simplement un fabriqueur d'externalités positives, mais vraiment un acteur, un méta-citoyen, et à la hauteur de sa taille, à la hauteur de l'empreinte qu'elle peut avoir. Et ce basculement-là, il est en place. Et je reviens sur ta question, qui est, mais qu'est-ce que la société civile attend de ce mouvement-là ? En fait, la vue d'hélicoptère, c'est un appauvrissement et un affaiblissement de la puissance publique. La vue d'hélicoptère, c'est un pouvoir public qui est perçu, je ne vais pas avoir de jugement autre que celui-ci, comme étant inopérant, je parle de nos démocraties occidentales, à agir sur le réel des gens, qui est perçu comme étant inopérant sur le fait de réconcilier les populations. Et à cette aune-là, l'entreprise est un havre. L'entreprise est un lieu où du pouvoir s'exerce et s'il est bien orienté, peut produire des effets. L'entreprise est un lieu où la société fonctionne. Pas toujours, mais plutôt mieux. L'année dernière, les Gilets jaunes n'ont pas été un haro sur l'entreprise, hein. Loin de là, au contraire, elle était plutôt préservée de cet espace-là. Donc, quand la société civile regarde l'entreprise, quand les collaborateurs regardent leur entreprise, c'est naturellement, c'est devenu une évidence qu'effectivement, il y a une demande sociétale à l'entreprise d'agir à la hauteur de l'échelle des problèmes et pas simplement de faire le mieux possible. Et c'est ce chemin-là sur lequel on est. Merci. Antoine doit nous quitter. Je te laisse. Monsieur Tordet, vous êtes président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables.
Alors, on ne l'imagine pas forcément, mais l'expert comptable devient un acteur important auprès du dirigeant pour favoriser la transition écologique et sociale et pour pouvoir le conseiller sur ces sujets. Alors, comment vous voyez-vous ce nouveau rôle de l'expert comptable? Et par ailleurs, je sais que vous travaillez sur les sujets de mesure d'impact, de monétisation de cet impact social et environnemental, qui est évidemment un très gros enjeu pour toutes les entreprises. Donc voilà, comment à l'Ordre vous travaillez sur ces sujets? Oui, bonjour à tous. En effet, à l'Ordre des experts comptables, tout à l'heure on entendait la BNP pour 1848, nous ça a été après 1945, et c'était pour l'intérêt général, avec un pays en reconstruction et un rôle à jouer dans l'économie, au-delà de la fiscalité. Et on a, comme toujours depuis cette époque, un rôle de relais des politiques gouvernementales également. Parce que l'expert comptable est présent auprès des petites, moyennes entreprises. Les 20 000 experts comptables et 130 000 collaborateurs que nous représentons sont auprès de plus de 2 500 000 entreprises. Alors on parle souvent on voit souvent des grands groupes, mais évidemment l'économie c'est aussi toutes ces petites entreprises et ces 2 500 000 entreprises. Et l'expert comptable est le conseil le plus proche, privilégié de ces chefs d'entreprise. Alors l'Ordre des experts comptables, son rôle c'est de permettre aux experts comptables d'être aussi facilitateur dans un certain nombre de domaines. Et sur le développement durable, ça fait plus de 20 ans que l'Ordre a constitué des clubs, a mis en place des formations, a permis aux experts comptables de se former. Donc c'est pas nouveau. C'est vrai que la loi Pacte, là maintenant, vient aussi apporter de nouveaux éléments, et donc on va devoir bien évidemment expliquer aux chefs d'entreprise les nouvelles possibilités, ce qui peut être mis en œuvre. Quand on parlait tout à l'heure des entreprises à mission, c'est vrai qu'il va falloir décoder tout ça aussi, parce qu'il faut quand même dire aussi qu'il y a souvent un langage un peu ésotérique et qu'on ne comprend pas, ou en tout cas nos chefs d'entreprise, voire nous-mêmes, on ne comprend pas toujours. C'est un milieu souvent de spécialistes, et ce qu'il faut, c'est bien démocratiser l'ensemble, bien généraliser toutes ces notions. Et puis sur la partie que vous évoquez, sur ensuite... Finalement, parce que là, vous dites expert comptable, c'est les éléments financiers. On est sur le bilan comptable, le compte des résultats. Et le débat qui se développe aujourd'hui, c'est beaucoup sur le non financier, justement. C'est de dire, une entreprise, et quand on veut valoriser aussi une entreprise, il n'y a pas que le financier, il y a le non financier. Et donc, quels sont ces éléments non financiers qu'on doit mettre en avant? Et l'expert comptable est là pour collecter les informations, des bonnes informations, traiter, restituer, et dans une mesure évidemment très, très fiable. Et la difficulté pour nous, finalement, c'est quel est le cadre que l'on met en place pour pouvoir reporter. À partir du moment où on a un cadre, on saura faire. Donc il y a des travaux encore qui sont à mener, on est loin d'avoir fini, sur l'harmonisation aussi sur le plan européen ou international. Il y a plusieurs visions. Donc nous, on est évidemment là aussi, et on favorise d'ailleurs toutes les expérimentations, toutes ces notions qui sont nouvelles, pour que finalement, à la fin, dans un système mieux harmonisé, on puisse à ce moment-là avoir tous ces éléments financiers et non financiers qui seront finalement, je pense, aussi une bonne valorisation de l'entreprise. On a souligné aussi pour le recrutement, on essaye d'expliquer à nos clients que en fait, ne rien faire peut coûter plus cher, finalement, que faire. Et que lorsque on a besoin de ressources, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai souci de ressources humaines dans les entreprises, eh bien, ce sont aussi des vecteurs porteurs pour les jeunes, pour le recrutement. Donc, on essaye d'expliquer à nos clients qu'on a une politique de ressources à mener. Et on a aussi un rôle d'alerte, parce que je pense que certains n'ont pas obligatoirement encore conscience que s'ils sont dans un secteur d'activité qui est en danger, je prends un exemple sur le plastique par exemple, et que c'est une petite entreprise qui travaille avec le plastique et qui sont sur un certain nombre d'offres de produits, mais qui peuvent être appelés à disparaître parce qu'il y a des mouvements généraux qui sont, on dit, on va supprimer le plastique.
eh bien, ça veut dire que la pérennité de l'entreprise peut être mise en cause à assez court terme. Et donc, notre rôle est aussi d'alerter que les changements de modèle font que, eh bien, l'entreprise peut ne pas être pérenne, et donc accompagner le chef d'entreprise pour qu'il fasse évoluer le plus rapidement possible son modèle économique. Merci beaucoup. Pierre Minaudier, tu es président du CJD, donc le Centre des jeunes dirigeants. C'est un grand réseau d'entrepreneurs français. Tu représentes un peu ici la voix des TPE et des PME, parce qu'il ne faut pas les oublier quand on parle d'engagement. Ce n'est pas seulement l'engagement des grandes entreprises. Est-ce que le dirigeant de TPE-PME prend conscience de ces sujets, évidemment? Est-ce qu'il est prêt à jouer un nouveau rôle avec son entreprise dans la société? Et comment, au CJD, vous accompagnez ce passage à l'action? Merci à tous d'être là. Je pense que cette conférence, elle est importante. Un sujet qui pour l'intérêt général, c'est assez difficile à définir, parce qu'en fait, l'intérêt général, c'était la responsabilité, comme tu le disais, Axel, de l'État avant. C'était l'État-providence qui était garant de l'intérêt général. Et effectivement, on le vit tous en tant que citoyens. On a un déplacement de cette responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité, et ce qu'a dit Émeric dans son témoignage, c'est plus la responsabilité de l'État-providence, c'est la responsabilité des citoyens. Et effectivement, l'intérêt général, c'est tous. Et moi, j'ai encore du mal avec cette notion, pour vous avouer le fond de ma pensée. C'est qu'est-ce qu'est l'intérêt général, qu'est-ce qu'est le bien commun. Moi, j'aimerais bien qu'on mette des mots, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin de mettre des mots sur les choses. Est-ce que c'est le vivant? Est-ce que c'est la planète? Est-ce que c'est les inégalités sociales? Il y a un ensemble de choses qui sont de bien commun et qui sont difficiles finalement à appréhender. Et nous, notre responsabilité en tant qu'acteurs et citoyens, on a un rôle particulier en tant qu'entrepreneur. Et là, je parle au nom des entreprises que je connais, qui sont du CJD, mais des PME et TPE. On a une responsabilité supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a des compétences, c'est-à-dire que l'entrepreneur, il a des compétences de vision, il a son projet. Et d'ailleurs, quand on parle du projet d'une entreprise, au départ, il y a le projet de l'entrepreneur et en tant que citoyen. Qu'est-ce qu'il va défendre? Quelles sont ses convictions? Quelles sont ses valeurs? Et comment il va s'intéresser à ces questions d'intérêt général et de bien commun? Aujourd'hui, je vous avouerai, démarrer une entreprise où on ne prend pas en compte ça, déjà, c'est qu'on manque de vision et c'est qu'on va avoir des difficultés pour l'avenir. Donc, tous les entrepreneurs, ils fonctionnent beaucoup en réseau, donc ils discutent beaucoup entre eux. Et finalement, ils sont obligés de prendre ça en compte dès le départ dans leur projet d'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui se crée ou une entreprise qui se reprend et qui n'a pas au cœur de sa stratégie cet engagement-là, avec des valeurs qui sont au-delà des valeurs affichées, mais des valeurs incarnées par le dirigeant et par l'entreprise, ça ne peut pas fonctionner. En fait, le CJD, on fait un peu d'histoire là, mais parce que la banque a fait son histoire sur 1848, le CJD a été créé en 1938 suite aux grèves de 1936. Et donc, sur une fracture finalement sociale, il y a une réaction des entrepreneurs de l'époque en disant c'est plus possible de penser économie pour argent, et on pense économie pour l'homme. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un basculement, et je pense qu'on vit tous autour de la table. On ne vit plus uniquement pour l'homme, mais pour la survie de quelque chose qui dépasse l'homme, la survie de la planète. Et cet engagement-là, il doit être fort. J'ai la chance de pouvoir rencontrer pas mal de monde, et notamment des prospectivistes qui me disent que si dans 30 ans, on n'a rien fait, globalement, on peut s'arrêter, quoi. Donc, moi, quand j'entends ça, en tant que ma responsabilité de citoyen, d'entrepreneur, donc d'acteur, je suis obligé d'engager autre chose que juste des changements non radicaux. Et notre compétence à nous, et là je parle de responsabilité, c'est qu'on s'est créé des projets, on s'est fédéré des choses autour de nous, donc on a une responsabilité supplémentaire par rapport à ça. En tout cas, les 5000 dirigeants que moi je représente, ils pensent jour et nuit à ça. J'ai encore participé la semaine dernière au CJD en Rhône-Alpes qui a organisé une journée à impact
où en fait tous les entrepreneurs présents ont pris des engagements concrets par rapport à leur entreprise, que ce soit au niveau énergétique, au niveau de la biodiversité, au niveau à plusieurs échelons. Ils ont pris des engagements concrets d'action. Parce que l'entrepreneur, lui, ce qu'il sait faire, c'est réfléchir sur ce qui va éventuellement se passer et surtout agir. Donc notre capacité d'action, je pense que c'est ce qui peut nous caractériser et nous engager dans le demain. Maintenant, ce que le CJD, comment nous on contribue en tant que réseau à ça, moi il y a quelques sujets qui me tiennent à cœur, notamment la formation. On a parlé de la formation des collaborateurs avec la BNP, mais nous notre enjeu c'est de former aussi les dirigeants actuels à ces enjeux-là. C'est comment on s'y prend concrètement. Et surtout, les citoyens qui ont envie eux-mêmes de porter leur projet, comment nous, on peut les accompagner à travers une école, à travers de l'apprenance au jour le jour pour faire les choses. Je donnerai un chiffre, par exemple, au niveau du CJD. Il y a 10 ans, on était 2500, on est 5000 aujourd'hui. Parce qu'on se bat aujourd'hui pour défendre ce qu'on appelle, nous, la performance globale, qui est l'ancêtre de la RSE, puisque la RSE a été créée sur le concept de performance globale qui a été créé par le CJD. Et donc ça, c'est incarné complètement, et c'est dans l'ADN de notre réseau. Et donc toutes les entreprises qu'on accompagne dans notre réseau mettent au cœur de leur stratégie cette notion de RSE, de performance globale. C'est-à-dire que ce n'est pas décorrélé et en plus ce qui se passe dans certaines organisations, c'est-à-dire que on se dit, tiens, c'est intéressant de s'occuper de la RSE, donc on crée de la RSE, on crée des comités, etc. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a un basculement, c'est que la RSE et les sujets sociaux, environnementaux, la perte de sens deviennent au cœur de la stratégie des entreprises, et y compris des TPE-PME. L'avantage des TPE-PME, c'est qu'elles sont agiles, elles n'ont pas grand-chose à perdre, et elles peuvent bouger rapidement sur leur territoire. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Après, sur les évolutions, nous, on travaille aussi beaucoup avec la jeunesse, beaucoup avec les écoles. On se déplace régulièrement dans les lycées, les collèges, pour aussi commencer à inspirer la jeunesse par rapport à ces engagements-là, sachant que c'est plutôt eux qui nous retournent qu'on est un peu old school et qu'on devrait aller beaucoup plus vite. Et ça, je pense que c'est important pour les dirigeants, finalement, de faire des séjours, ce que moi j'appelle des expéditions dans le monde réel, pour prendre conscience aussi que les jeunes, finalement, sont beaucoup plus en avance que nous sur ces sujets-là et seront les premiers à entreprendre pour sauver notre planète. Merci beaucoup. Hélène Valade, si on devait, si vous deviez donner quelques conseils ici aux entrepreneurs d'avenir, aux dirigeants et leaders qui sont dans la salle, par rapport à tous les modes d'engagement que l'on connaît, la RSE, Bicorp, les entreprises à mission. À la fois, c'est une bonne nouvelle qu'il y en ait énormément, mais parfois, ça peut un peu paralyser ou empêcher le premier pas vers l'engagement. Donc, selon vous, est-ce qu'il faut choisir une chapelle? Est-ce qu'il faut... comment est-ce qu'on peut avancer? En quelques mots, parce que le temps file. Merci beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce qu'il y a énormément effectivement de démarches qui se posent en concurrente d'ailleurs. Et si je peux me permettre un conseil, c'est qu'on est là face à quelque chose qui doit s'appeler une démarche et qui doit se construire comme une démarche de transformation et de changement d'un modèle et d'une culture d'entreprise. Et que cette démarche-là, elle se construit pas à l'aune et avec des référentiels ou des labels au début, mais elle se transforme avec ses propres collaborateurs. Moi, si je pouvais juste donner ce conseil, c'est de faire émerger ces projets et ces stratégies de transformation des collaborateurs eux-mêmes et surtout pas de l'imposer. Une fois que la conviction est portée par le président, comme tu l'as remarquablement bien rappelé, après, il faut que le mode d'emploi de cette transformation associe d'abord les parties prenantes internes, et ça, je pense que c'est capital. Et ensuite, le cercle plus élargi des clients et des parties prenantes externes. Mais faisons d'abord cela, et puis voyons après comment ça colle ou non avec un référentiel pour avoir une sorte de labellisation, etc. Mais je pense que l'essentiel, voilà, c'est que ça vienne de nos collaborateurs. La seconde chose que je veux insister, c'est
c'est pas ce pourquoi j'ai une méfiance par rapport au label. Je pense qu'il y a beaucoup de pièges dans tout ça en ce moment et qu'il faut qu'on fasse très attention à nous-mêmes faire émerger un modèle, un standard qui soit plus européen, parce que tout ce qui se passe en ce moment montre, que ce soit du côté des agences de notation extra-financière ou encore dans d'autres univers, que tout passe du côté des États-Unis. Bon. Ou bien de la Chine, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc faire émerger un modèle qui soit à la base de la notation extra-financière, notamment qui soit davantage européen, me semble absolument capital. Ça, c'est un objet de lobbying qu'on pourrait partager à plusieurs. Troisième chose à laquelle on n'a pas beaucoup parlé, pour les grandes entreprises en tout cas, c'est la façon d'associer les conseils d'administration. Quand je disais tout à l'heure associer les collaborateurs, c'est aussi d'une certaine manière aller travailler avec chacun des administrateurs, parce que le conseil d'administration est évidemment à la base de la transformation de l'entreprise. On dit souvent, à tort d'ailleurs, que les administrateurs freinent cette évolution vers la raison d'être en fait de l'entreprise, vers la définition d'une autre finalité. Moi, je crois que ça renvoie à beaucoup de stéréotypes et il me semble que c'est un sujet qu'il faut aussi approcher avec la même capacité de travail et la même conviction qu'on le fait sur d'autres, et donc s'occuper des administrateurs de la même façon que l'on s'occupe du monde de la finance et des analystes financiers qui sont en train de regarder tout cela. Et dernière chose, être dans une démarche qui casse les silos à l'intérieur de l'entreprise. On est en train, on a été très positif dans nos propos, puis en même temps, ça n'avance pas aussi vite qu'il le faudrait au regard justement de la taille des enjeux que l'on est censé servir. Et une des choses importantes à mes yeux, c'est cette capacité à sortir des silos à l'intérieur même des entreprises, hein, que ce soit après les silos entre public et privé, c'est à nouveau un autre enjeu. Mais déjà, faisons l'effort de mettre ensemble la direction financière, la direction de la RSE, la direction des ressources humaines, et on verra que cette mise en commun de ces expertises autour d'un objectif qui est fédérateur fait énormément avancer les choses. Moi, j'ai eu l'expérience comme ça dans un certain nombre d'entreprises de pouvoir faire se rapprocher ces directions, et c'est extrêmement positif, et ça se concrétise parfois vers un outil, et j'arrêterai là, dont on n'a pas parlé, qui sont quand même ce qui se passe dans la proposition que font un certain nombre de banques aujourd'hui. Je pense notamment au Sustainability Loan, c'est-à-dire de lier dans les procédures de crédit, dans les processus de crédit, taux d'intérêt, niveau du taux d'intérêt, avec l'atteinte ou non des objectifs au nom des engagements climat, biodiversité ou inclusion. Donc, plus je réduis mon bilan carbone, mieux est le taux d'intérêt qui m'est appliqué. Je trouve ça très puissant. Et c'est ça qui permettra de mettre en œuvre véritablement une performance que l'on pourrait appeler une performance globale à juste titre. Merci beaucoup. Emery, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples dans la façon d'aborder la CAMIF comme entreprise à mission? Quelle méthode innovante tu as pu utiliser, peut-être pour embarquer tes salariés, pour reprendre les propos d'Hélène? Quelle méthode innovante tu peux nous faire partager, et puis nous dire comment le Parlement des entrepreneurs d'avenir peut avoir une action concrète dans ce mouvement. Encore une fois, brièvement, désolé. Par exemple, sur la formulation de la raison d'être de la CAMIF, on s'est posé cette question en 2013, au moment où on est allé au-delà du périmètre des clients historiques, profil instituteur à la retraite, qui constituait le cœur de clientèle de la CAMIF historique, et on s'est dit, il faut qu'on élargisse, qu'on aille chercher de nouveaux clients. Et avant d'aller chercher de nouveaux clients, il nous semblait essentiel de se poser la question de pourquoi on existait, qu'est-ce qui caractérisait
notre raison d'être. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré d'ailleurs les chercheurs de l'École des Mines, Blanche Sagrestin et Armand Hatchuel, qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu, convaincus que la société ne peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit entre les actionnaires, mais qu'elle a un rôle dans la société. Et donc là, on s'est dit, mais comment on va faire pour définir notre raison d'être? Et on a mis en place un petit groupe qu'on a appelé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu, composée de collaborateurs, mais aussi de parties prenantes de l'entreprise, de fournisseurs, d'acteurs du territoire. Et on a mis 2 ans et demi pour écrire les 2 phrases qui sont constitutives de notre mission. Alors ne vous moquez pas, c'est pas parce qu'on n'est pas très efficace à la CAMIF, mais parce que justement c'est des démarches de temps long et qu'on a souhaité interroger toutes nos parties prenantes, qu'on a pris le temps d'aller interroger des clients, des collaborateurs, des acteurs du territoire, des fournisseurs, des actionnaires sur quelle était leur vision de la raison d'être de la CAMIF, pourquoi au fond la CAMIF existait, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas, et inversement, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs adoptaient les bonnes pratiques de la CAMIF. Ça pourrait recréer par exemple 20 000 emplois en France dans l'équipement de la maison, ça permettrait à chaque Français presque diviser par 2 son bilan carbone, parce que 50% des 11 tonnes de bilan carbone de chaque Français sont liées à nos importations, donc en réfléchissant à ce qu'on achète et d'où ça vient, voilà. Et donc intégrer, et c'est la démarche collaborative qu'elle a évoquée qui est essentielle, parce que au fond ce qui est vraiment intéressant, c'est pas d'arriver à une formulation de la raison d'être, mais c'est le chemin qu'on fait pour y arriver. Parce que c'est un chemin qui transforme l'entreprise, qui questionne profondément toutes les parties prenantes de l'entreprise, et ensuite qui se traduit dans le projet de l'entreprise. C'est ça qui est passionnant. Et pour répondre à ta question sur le Parlement des entrepreneurs d'avenir, qu'est-ce que c'est un entrepreneur d'avenir? C'est quelqu'un qui pense à l'avenir. Et un entrepreneur qui pense l'avenir, c'est forcément un entrepreneur qui repense sa mission et sa place dans la société. Et donc, ça fait le lien pour moi avec l'entreprise à mission et ce chemin que je pense qu'on doit tous, en tant que dirigeants, prendre. Voilà. Merci, Emery. Axel, je m'adresse une dernière fois à toi avant de vous laisser l'occasion de poser des questions dans la salle. Axel, finalement, avec Make.org, tu offres aux entreprises la possibilité de faire de l'innovation sociale. C'est une nouvelle manière de s'adresser et de faire participer la société civile. Est-ce que tu peux nous donner, peut-être à l'occasion de ta grande cause sur l'environnement, nous faire partager quelques exemples concrets, puisque tu as mobilisé des entreprises autour d'une grande cause qui est portée par la société civile. Voilà, nous faire partager en quelques mots cette grande cause. Alors en fait, je pense que moi je suis obsédé par le fait qu'on ait de l'impact à l'échelle. Et pour ça, il faut des coalitions. Et on a deux règles qu'on a mis en place sur l'environnement. La première, c'est de partir de la problématique et pas de partir de l'entreprise. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement, c'est pas qu'est-ce qu'une entreprise peut faire. Donc aussi, il y a un miroir entre les deux, mais si on veut être à l'échelle, il faut partir des vrais problèmes. Et donc l'approche par problématique, elle a plein d'intérêts, y compris pour les entreprises, c'est qu'elle est vraiment engageante, en interne, en externe. On n'est pas nombriliste, mais vraiment, on s'adresse à des problèmes qu'on veut régler. Le deuxième, c'est la coalition. Et nous, dans le cas de la grande cause sur l'environnement, notamment avec JC2Co, mais sur toutes nos grandes causes, on a une méthode, et cette méthode, elle fonctionne. Elle est un peu militaire, je dois le dire. On part d'un gros sujet d'intérêt général. Alors, l'environnement, on ne pouvait pas avoir plus sujet d'intérêt général partagé en ce moment. On réunit une dizaine de grandes entreprises, toutes les associations spécialisées, les mouvements citoyens préexistants, l'ADEME et les quelques institutions impliquées. Et on commence par 2 mois d'une consultation absolument gigantesque où on a posé une question, qui en l'occurrence est comment agir tous ensemble dès maintenant pour l'environnement, à 10 millions de personnes. De cette consultation, fin février, on va sortir les 10 consensus, qui ne sont qu'une réponse absolument partielle du sujet, mais les 10 sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. On n'en fait pas une sorte de Graal, ces 10 sujets. On en fait un prétexte qui permet la collaboration de toute la coalition. Parce que le problème des coalitions, c'est que comme à l'intérieur de l'entreprise et entre entreprises, quand on se met autour de la table en disant on va essayer de trouver des solutions massives, on n'est pas d'accord. Ça ne marche pas. Mais si on l'ancre sur une légitimité populaire, on a trouvé les moyens de faire collaborer tout le monde. En 8 mois, on travaille en présentiel tous ensemble. Et à la rentrée prochaine, vers septembre ou octobre, on va sortir 10 actions qui sont 10 actions massives d'impact national en 3 ans, qui sont systémiques et déterminantes et qui seront portées par la société civile. Et toute la coalition, pendant 2 ans, on finance ces actions, on les met en œuvre
jusqu'à ce qu'on ait eu un impact concret. On l'a fait sur les violences faites aux femmes. On a multiplié par 3 l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences en France, entre autres. On l'a fait sur les jeunes avec la BNP. On est devenu la boîte à outils pour activer les cités éducatives. Ce système fonctionne. Ça fonctionne à l'intérieur des entreprises, consensus du corps social et alignement des intérêts de tout le monde. Et ça fonctionne au niveau de la société elle-même. Et si le Parlement des entrepreneurs d'avenir peut faire, c'est d'avoir le courage de raisonner par problématique et pas seulement en fonction de ce que sont les entreprises. Et il y a des problématiques faciles, entre guillemets, et l'environnement est une problématique qui est aujourd'hui dans la feuille de route de tout le monde, mais il y a des problématiques plus dures. Là, on lance l'année prochaine une problématique contre les violences faites aux enfants. C'est le tabou absolu. 20% des enfants en France sont victimes de violences sexuelles avec un âge moyen de 10 ans. Combien ? 20%. Sur cette cause-là, j'ai énormément de mal à trouver des entreprises qui sont prêtes à avancer. Donc les sujets sur lesquels on peut mobiliser ne sont pas forcément les sujets sur lesquels tout le monde est. Il y a des vraies prises de position à faire et c'est peut-être là où on peut avoir des actions et des impacts beaucoup plus forts. Merci beaucoup. Il nous reste 5 petites minutes s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a un micro. Voilà, peut-être le monsieur là-bas. Vraiment 5 minutes, je suis désolée pour le temps qui passe. Allô, est-ce que ça marche? Ouais, super. Bonjour, Simon Fellous, chercheur à l'INRA. Je voudrais réagir à l'intervention de la personne qui représente JCDecaux, à la fois en tant que scientifique et en tant que citoyen. Alors, en tant que scientifique, je suis impliqué dans l'évolution des pratiques agricoles, et ce, dans une démarche de co-construction. Et la chose qui ressort principale pour réussir à dialoguer, c'est que la parole soit juste, exacte et dénuée d'intérêt, on va dire, personnel. Et donc, en tant que scientifique, quand j'entends une phrase qui est que la publicité est utile socialement, ça me force à réagir parce que la publicité, la réclame, est un objet de concurrence, de compétition entre des entreprises qui veulent se partager un gâteau qui est de taille fixe. On sait dans une famille que si les enfants se battent pour le gâteau, il n'y aura pas plus de gâteau, il y aura juste plus besoin de sparadrap. Donc, dit autrement, il faut faire attention à ça parce que ça peut... Alors, on est dans un espace où on essaye de dialoguer par le respect avec des intervenants, avec des participants qui n'ont pas forcément la même perspective sur les évolutions. Donc, j'essaye de garder mes propos assez modérés. Après, en tant que citoyen, vous nous avez fait part du fait que JCDecaux touche 1 milliard de personnes par jour, si j'ai bien retenu, quelque chose dans cet ordre de grandeur. 800 millions. Bon, ça n'en est pas très très loin. Et il me semble que la responsabilité individuelle est à l'aune du pouvoir individuel. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble qu'on parle des GAFA comme étant le diable. Une entreprise qui touche 800 millions de personnes par jour est une grosse entreprise avec un fort pouvoir, surtout quand c'est une entreprise dont le principe c'est la communication. Et j'ai envie de dire, face à la responsabilité individuelle et aux enjeux, au bien commun, je suis encore étonné de la modestie des actions de JCDecaux. Dans ma ville, il y a aujourd'hui des publicités pour prendre l'avion, pour aller dans des endroits où on peut aller par le train, et je prends ce train régulièrement. Ce train est à moitié vide. Donc, juste... Je sais que c'est coûteux pour l'entreprise, je sais que votre business, c'est de vendre de la pub, mais si on fait que les trucs qui ne sont pas coûteux, on n'ira pas très loin et pas très vite. Je vous laisse réagir. Merci pour votre question, parce que c'est effectivement ce que pense la plupart du commun des mortels. Alors, je me rends compte qu'en fait, ce que j'ai raconté tout à l'heure n'a absolument pas été compris. Donc, je le prends pour moi, c'est-à-dire que je n'ai pas été claire et il faudra que je travaille davantage mes propos, mes présentations. Alors, je n'ai pas dit directement que la publicité avait une véritable utilité sociale. En fait, je n'ai pas pu non plus faire un plaidoyer. Quand on a une publicité, quand on a une communication, vous êtes d'accord avec moi que derrière une communication, une publicité, il y a une entreprise qui crée de la valeur sur un territoire, qui a un produit, qui a un service, qui crée des emplois. Votre mère, votre voisin, votre petite nièce travaille sans doute pour une entreprise aujourd'hui qui elle-même a besoin de se faire valoir, d'exister. C'est pour ça que j'expliquais que pour nous, en tout cas à JCDecaux, la publicité n'a de sens et ne peut être qu'acceptée, on questionne l'acceptabilité de la publicité, que si elle rend une véritable utilité
sociétale et qu'elle répond à un usage, à une utilité. Donc au-delà de la partie, vous avez complètement raison, l'enjeu économique, sociétal, on est tous d'accord qu'on est dans un... C'est le sens de l'histoire, on a la transition écologique qui est présente en ligne de mire. C'est pour ça que j'expliquais encore une fois que JCDecaux, on est dans une position où on doit faciliter la transformation des deux écosystèmes qui sont les nôtres, les villes et les marques. J'expliquais, et je me suis sans doute mal exprimée, que JCDecaux, encore une fois, et le média, vous avez raison, on a une véritable responsabilité. On touche 800 millions de personnes par jour. On doit donc aider à faire évoluer le contenu de la publicité. Ce n'est pas nous qui faisons la pub. Ce sont les marques, quelque part, qui nous donnent leur brief, et ce sont les agences. On parlait tout à l'heure de formation, et nous, en tout cas, nous, on a un sujet qu'on porte encore une fois ardemment, c'est de former ces équipes. Vous avez vu tous les mouvements d'étudiants récemment qui challengeaient et qui voulaient que dans leur programme de formation, il y ait les enjeux du développement durable qui soient intégrés. Ça devrait, en tout cas demain, il faut que ce soit intégré dans le métier de tout le monde. Tous les métiers qui sont présentés autour de la table doivent intégrer les enjeux du développement durable. Donc, j'en ai pleinement conscience, on en a conscience chez JCDecaux, on est le média, donc en tout cas on nous voit comme tel. On se doit donc d'influencer positivement notre écosystème, notre chaîne de valeur pour transformer le contenu publicitaire. Et je le disais, mais certainement de façon pas assez claire, ça ne peut aller que dans ce sens-là. Les marques sont en transformation, on le disait, ça a été incarné par plusieurs d'entre elles autour de la table. Si elles ne changent pas, si elles ne font pas changer leur contenu publicitaire, si elles ne reconnectent pas avec les citoyens, avec les enjeux, vous voyez, encore très récemment, on a des entreprises, ça peut être des petites startups comme des plus grandes, qui poussent vers des modes de vie plus durables. Mangez plus de bio, apprenez à faire pousser vos légumes à la maison, mais comme ça peut être, je sais pas, j'ai des petites pastilles pour me démaquiller qui vont être lavables, etc. Ces entreprises, elles ont besoin de se faire connaître, elles ont besoin de communication. Donc la communication, elle ne peut être là que si elle est utile. Et encore une fois, et je l'explique en introduction, mais peut-être pas suffisamment clairement, nous, notre business model, notre action, notre mission, alors même si nous, on ne s'inscrit pas forcément dans le fait de dire on a coché la case raison d'être, en tout cas la mission, la façon dont on a été créé, JCDecaux, la publicité, elle n'a sa raison d'être, ce n'est qu'un levier et un moyen pour offrir un service gratuit dans les villes. Les Vélib, les Vélov, c'est JCDecaux. Les abribus, c'est JCDecaux. Les kiosques qui soutiennent la presse, c'est JCDecaux. Les candélabres, les bornes de propreté, tout ça, ça existe parce qu'on a créé un modèle qui finance gratuitement ça grâce à la publicité. Je ne dis pas que les deux écosystèmes sont parfaits, les deux sont en chemin, et c'est tout le challenge qui est le nôtre de concilier et réconcilier le tout. Mais encore une fois, la publicité ne peut être qu'acceptée et acceptable dans la ville si elle répond et si elle a une utilité sociale. Et aujourd'hui encore plus, si elle contribue à une utilité positive, environnementale et sociétale. Donc je vous rejoins, je ne pense pas qu'on soit complètement antinomique, mais c'est les challenges qu'on a face à nous. Vous avez complètement raison de le souligner. Merci beaucoup. On doit libérer la salle malheureusement, donc on ne pourra pas prendre d'autres questions, mais n'hésitez pas à parler avec nos intervenants à l'extérieur de la salle. Et merci à vous.